Dénoncé par le mouvement du M22 sous l'acronyme Obumitri, oligarchie bureaucratique, militaire et tribaliste, le tribalisme a joué et continue de jouer un rôle prépondérant dans l'idéologie qui mue le PCT. Cette folle idéologie a conduit un cartel d'officiers du Nord d'éliminer l'un des leurs, le président Marien Ngouabi, sous le fallacieux prétexte qu'il voulait remettre le pouvoir à l'ancien président Massamba Deba, du Sud. Soupçonné de vouloir remettre le pouvoir à Massamba Deba, Ngouabi est lâché par l'Onumitri et devient l'homme à abattre. C'est ainsi qu'un complot ourdi par le cartel des officiers du Nord se met rapidement en place avec pour objectif principal écarter Ngouabi du pouvoir pour le garder au Nord. Sacrifier Ngouabi plutôt que perdre le pouvoir du Nord pour le Sud. De revenir sur la version officielle du système, nous préférons rendre public le rapport de Jean-Claude Mahima Mbemba, ancien rapporteur de la commission ad hoc assassinat de la Conférence nationale souveraine de Brazzaville du 25 février au 10 juin 1991. Sous ce titre se trouve l'histoire du Congo politique des derniers jours du président Marien Ngouabi, président du Congo de 1968 à 1977. Ce travail est le résultat direct des enquêtes menées dans le cadre de la Conférence nationale souveraine, 1991, par la commission assassinat. Le dossier était et est toujours sensible. L'un des enquêteurs, membre et président de la commission assassinat, est mort depuis. La recherche de la paix avait fait que seuls les travaux de cette commission n'étaient pas passés en plénière, c'est-à-dire que leur rapport ne fut distribué à aucun des conférenciers, à l'exception des membres de la ladite commission et de ceux du présidium qui en détenaient des exemplaires. Bien entendu, M. Sassou et ses amis en possèdent par le truchement du présidium. Vie politique du Congo. Au sortir de son audience avec Ngouabi, Massamba Deba est très satisfait. L'entretien a été très serein. Il a averti son hôte du danger qui le guettait et a accompli ainsi son devoir devant Dieu. De plus, il peut désormais mesurer le désastre et l'étendue des problèmes dans le pays, et sait que le régime Ngouabi est devant un cul-de-sac. De son côté, Ngouabi est aussi satisfait. Au moins il a pu sortir des tracas quotidiens et se confier à un homme plus âgé, à un homme ayant l'expérience des affaires, qui a su surmonter les tractations du pouvoir et a eu le courage de partir quand il a compris qu'il aurait été inutile d'insister. 3 jours seulement après cet entretien, Ngouabi reçoit tard dans la nuit un coup de fil du président Omar Bongo du Gabon, sans doute mis au courant par le SAC de Débizet et les réseaux Focar et Pasqua, qui lui demandent de faire très attention. Mais Bongo reste volontiers évasif sur les dangers contre lesquels il veut prévenir son interlocuteur, car il sait que le téléphone n'est pas à l'abri des indiscrétions. Il insiste cependant sur sa mise en garde et conseille la vigilance à son correspondant. Le grand problème pour lui est de savoir d'où et de qui exactement vient le danger pour qu'il puisse agir. Impossible, car son frère Sassou, monsieur le ministre de la Défense et de la Sécurité, ne lui adresse plus de fiches d'information. Perplexe et convaincu qu'il est victime d'une grande machination dans son entourage, Marien requiert les services du sous-lieutenant Boro, qui semble lui être resté très fidèle et lui demande de surveiller discrètement ses proches parents et collaborateurs. Malheureusement, ni Massamba Deba, ni Ngouabi qui tentent de se rapprocher ne se doutent qu'ils sont placés sur écoute téléphonique et que leur conversation, loin d'être secrète, a été enregistrée. Pas plus d'ailleurs qu'ils ne savent que Ibara Denis, l'homme que Sassou fait nommer à la tête des services spéciaux et qui a assisté à leur entretien du 3 mars dernier, en a fait un compte-rendu détaillé à son patron immédiat, Sassou, et à Yombi qui fait office de chef de clan Kouyou. Le 11 mars à 19 h, Yombi, qui est informé de la conversation téléphonique de Ngouabi et de Deba, convoque d'urgence un « conseil de famille » à son domicile. Y participent tous les grands du nord du pays. Assistent à la réunion Assémécan, Moissi Posso, Anga, Sassou Nguesso, Okoko Jacques, Ibara Denis, Ebaka Jean-Michel et Angobo Bonaventure. Pas question bien entendu d'associer ceux qui sont très proches de Ngouabi, Issambo, Eyabo, Ongouya, Ewolo, etc., de peur qu'il n'y ait une fuite. Marien nous a trahis, entame Yombi. Il s'est rapproché de Deba et est capable de le ramener au pouvoir. Enfin, je préfère laisser parler Ibara Denis qui suit toute la situation. Ce dernier prend la parole, commente l'audience que Ngouabi a accordée à Massamba Deba en insistant sur l'appréciation qu'il a faite de ses collaborateurs et termine par une diffusion de la conversation téléphonique. Nous pouvons tout perdre, sauf le pouvoir, sursaute Jean-Michel Ebaka à la fin du récit. Il faut l'enlever, le faire partir et le tuer, renchérit Anga Pierre.
Oui, qu'il ait beaucoup fait pour nous, je n'en disconviens pas. Mais n'empêche que pour moi, mieux vaut perdre un couillou que de perdre le pouvoir. Et, c'est clair, précise Jacques Okoko. Que allons-nous faire? Demande alors Yombi. Va, c'est l'affaire des militaires. Réglez-nous ce problème. L'essentiel, c'est que Ngouabi reste en vie, sinon comment l'expliquerons-nous au village? J'insiste là-dessus, conclut le vieux Assémécan. De cette réunion, Ngouabi est aussitôt informé par Mboro, qui suit effectivement le groupe. Maintenant qu'il connaît les têtes d'affiche du complot que l'on prépare contre lui, il faut qu'il gagne du temps en louvoyant afin de pouvoir refaire son système de sécurité sans attirer l'attention des autres. Il faut donc les rassurer qu'il ne cédera pas le pouvoir à Massamba Deba. Le 13 mars, il décide donc de jouer le jeu, et au cours du meeting organisé à l'occasion du 13e anniversaire de l'URFC, il prononce un de ses discours musclés dont il avait seul le secret, dénonce les menaces d'assassinat qui pèsent sur sa personne et incrimine l'impérialisme français et ses valets locaux d'en être les promoteurs. Il informe publiquement le peuple du fond de la lettre de Massamba Deba, rejette l'hypothèse de sa démission et affirme qu'il ne sera pas question de céder le pouvoir. Lorsque ton pays est sale des manques de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté et son unité qu'en le lavant avec ton sang. Et plus loin, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Conclut-il les yeux grandement écarquillés. Au cours de ce meeting, il y a un fait amusant. Ngouabi qui arrive et salue les officiels, lance à Sassou. Alors Denis, on se retrouve maintenant chez Yombi. Nous voulons mettre en place une association, mon commandant, répond ce dernier pris à contre-pied. Alors, informez tout le monde, au lieu de le faire en cachette, commente Ngouabi avant de s'installer sur son fauteuil. Mboro, qui assure la couverture de la manifestation dans le périmètre rapproché du président, croise le regard de Sassou, sourit et se grille par cette maladresse. Il n'échappera pas à la purge. Le meeting passé, Ngouabi appelle Massamba Deba dans la soirée, lui explique qu'il est obligé de jouer le double jeu et le rassure du maintien du rendez-vous pris en semaine. À la suite de quoi, notre groupe qui suit attentivement faits et gestes de Ngouabi se réunit encore le 14 mars et décide d'agir. Un plan est élaboré après main débat, les uns proposant une action dans le palais, les autres penchant pour son arrestation en dehors de sa résidence. On pourrait proposer l'organisation d'un festival sportif à l'occasion de l'anniversaire de son accident d'avion, avance Angobo Bonaventure. Cela fait exactement 1 an que le truc a eu lieu et le chef ne se doutera de rien. Bien au contraire, il s'en réjouira. Tâchez de le convaincre, reprend Sassou. Surtout soyez prudent car il ne faut pas qu'il se doute de quelque chose. Par ailleurs, il nous faut discuter avec l'étranger pour bénéficier de son soutien en cas de besoin. Il nous faut par exemple débloquer la situation avec les pétroliers afin de payer les salaires dès notre prise de pouvoir si l'on veut être accepté par le peuple. Le grand frère Ebaka ira dans la semaine en France pour cela. Ngoué Londelet y a pris déjà des contacts sûrs. Ibara Denis ira dès demain en Côte d'Ivoire et informera le président Houphouët-Boigny. Inutile cependant de saisir les chefs d'État d'Afrique centrale. Ils sont tellement liés et risquent de le prévenir. Le président Bongo a déjà tenté de le faire. Je me chargerai d'informer nos amis de l'Est en passant par les Cubains avec qui j'ai déjà des contacts. Nous agirons à la première occasion. Gardons donc le contact. Dois-je annuler l'inauguration d'Obouya? Demande Yombi qui n'a plus de contact avec l'armée et accepte donc de se fier à l'action de Sassou qu'il sous-estime. Après tout, c'est un cadet, de surcroît moins gradé, il ne peut travailler que pour moi et d'ailleurs qui voudra d'un coureur de jupons à la tête du pays? Sassou entend être au centre de l'organisation et s'imposer après. Marien risquera de se douter de quelque chose et nous aurons des difficultés à agir. N'oubliez pas qu'il m'a déjà interpellé à propos de notre dernière réunion. J'ai été obligé de répondre que nous entendons former une association. Sans doute il nous fait suivre, et je suis même sûr que c'est le lieutenant Mboro qui s'en charge. Enfin, on verra. La réunion terminée, le groupe s'affaire, Angobo Bonaventure, le chef de la sécurité rapprochée et Moassi Posso le chef du protocole, finissent par convaincre Ngouabi de l'organisation d'un festival sportif et en confient la responsabilité à Ewolo Oscar le chef de la garde présidentielle. Il s'ouvrira le 16 mars 1977 sous la présidence de Moassi Posso. Entre-temps, Ibara et Ebaka ont voyagé. Yombi s'en est allé à Owando pour l'inauguration de son tronçon et les conjurés guettent l'occasion propice. Dans la soirée du 16 mars, Ngouabi, qui ne cesse d'être inquiet sur sa situation et ne dort presque plus, reprend contact avec Deba comme convenu.
Ce dernier lui rend compte de la réponse apportée par le Seigneur sur son cas en ces termes. Monsieur le Président, le danger qui vous menace est toujours là, présent et se rapproche même. Mais gardez votre foi en Dieu, il nous aidera. Ce qu'il nous reste, c'est de vous joindre à nous dans la prière. Il vous faut intégrer le cercle afin de vous placer sous la protection de Dieu. Et cela le plus rapidement possible. C'est en tout cas la réponse que nous avons reçue après nos prières. Mais doyen, vous savez bien que c'est impossible. Officiellement, je suis marxiste et je ne prie pas. Que diront les autres? Ce sera l'occasion ou jamais pour eux de me débouter du parti et me déposer. Non, vraiment, je crois que c'est impossible. Peut-être, mais c'est la seule solution. Nous aurons beau prier pour vous, et c'est d'ailleurs ce que nous n'avons cessé de faire depuis que vous nous l'avez demandé. Mais votre participation personnelle est indispensable. Et puis, il y a une cérémonie d'imposition des mains, une sorte d'exorcisme que nous devons faire sur vous. C'est la voie indiquée par le Seigneur. Comment pourrions-nous le faire si vous n'êtes pas là? N'oubliez pas que le Seigneur a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, et aide-toi, le ciel t'aidera. » Oui, je comprends, doyen. Je suis en train de voir comment le faire sans attirer l'attention des autres et surtout de la direction du parti. Et, ça se passerait où, quand et à quelle heure? Peut-être qu'on pourrait alors voir. Quand? En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus rapidement possible. Disons dès demain ou après-demain. Ou chez moi. Ce serait plus prudent et plus sécurisant. À quelle heure? Dans la journée. Ce serait anonyme et les gens éviteront de vous prêter des intentions. La seule chose sur laquelle j'insisterai, c'est le temps. Il faut que l'on commence vite. Après tout, je n'ai pas le choix. Disons, vendredi, c'est-à-dire après-demain dans l'après-midi à 15 heures. Est-ce que ça vous va? L'ennui, maintenant que j'y pense, c'est que je serai obligé de venir seul. Avec tout ce qui se passe autour de moi, je n'ai plus confiance en personne et d'ici que toute la ville en parle. Ce ne serait pas étonnant. Il n'est pas question que vous venez seul. Ce serait trop risqué. En tout cas, je ne veux pas partager ce risque avec vous. Il faut être très prudent maintenant. N'oubliez pas que tout en étant fils de Dieu, l'on avait été obligé de protéger Jésus pour éviter qu'on lui tranche la tête par. Je vous enverrai des frères, les mêmes que ceux qui constituent le groupe pour assurer votre couverture. Ils seront conduits par Kikadidi que vous connaissez très bien et pourront se déguiser en militaires pour qu'ils ne soient pas reconnaissables. Oui, c'est un collègue, même s'il m'en veut un peu de l'avoir sorti de l'armée. Nous en reparlerons d'ailleurs. Qu'il soit là entre 14h et 14h30. Je donnerai des instructions pour qu'on les laisse passer. Ok, Monsieur le Président. Entendu comme ça. Bonne nuit et que la paix du Seigneur soit avec vous. Surtout ne désespérez pas et remettez tout à Dieu. Merci beaucoup, doyen. Bonne nuit à vous également. Aussitôt la machine de Sassou qui bénéficie de l'écoute téléphonique se met en branle. Il ne faut point autoriser cette rencontre avec débat et arrêter ce traître de Ngouabi. Mais comment procéder? Quel type de piège lui tendre? Pour répondre à cette embarrassante question, Sassou consulte l'agenda de Ngouabi. Aucune sortie n'est programmée le 17. Par contre, le 18, Ngouabi doit dispenser un cours à l'université, mais il n'est pas possible d'y opérer. Que faire alors? À force de creuser, c'est trouvé. Le calendrier des opérations militaires annonce pour le 18 un exercice au champ de tir sous la direction du capitaine Motando, ce jeune officier de la Likwala, sorti nouvellement de l'académie militaire soviétique, que Marien se propose de nommer chef d'état-major particulier à la présidence. Il serait en quelque sorte un conseiller militaire du chef de l'État et devrait réorganiser sa garde et sa sécurité. Tenant compte de la sympathie que Ngouabi a pour ce jeune, il se précipitera dès qu'il sera question de lui. On lui dira qu'il a eu un incident au champ de tir et il s'y rendra. Mais comment l'arrêter au champ de tir? L'endroit est désert et Ngouabi apercevra de loin le comité d'accueil qui sera mis en place pour la circonstance. Il pourra alors rebrousser chemin. Et si on l'invite dans un domicile? Oui, mais ce domicile devra être vide si l'on doit éviter les témoins gênants et s'il est vide, Ngouabi risquera aussi de s'en méfier. Puis soudain, tiens. Utilisez le même argument et l'inviter dans un hôtel le Mistral, où l'Ekunzu directeur de la SICAP à Pointe-Noire en mission à Brazzaville est descendu. L'hôtel sera fermé toute la matinée pour des raisons d'État, afin qu'il n'y soit presque pas de monde et utiliseront la chambre numéro 8 de l'Ekunzu pour lui tendre un guet-apens. Dans un hôtel et en plein jour,
Marien ne se doutera de rien et tombera dans le panneau. Mais il faut veiller à ce qu'il vienne seul. Il faut donc l'isoler. Ainsi Ngobo Bonaventure s'envole-t-il le 17 mars pour Owando, où il doit récupérer l'épave de l'hélicoptère dans lequel Marien Ngouabi avait failli trouver la mort. Parti en réalité pour informer Yombi de l'évolution de la situation et des dernières dispositions arrêtées pour le putsch, Ngobo, qui rentre de cette prétendue mission, le lendemain 18 mars aux environs de 11 heures, ne fera jamais signe de vie avant 15 heures, c'est-à-dire avant que le crime ne soit consommé. Il sera d'ailleurs promu officier d'ordonnance de Yombi après le coup d'État. Okamba Maurice, l'officier d'ordonnance de Ngouabi, a, lui, sollicité une permission d'absence auprès du président pour aller jouer au ballon et retirer ensuite les examens de son fils au laboratoire national. Après ces courses, Okamba, qui sera nommé quelque temps après directeur de la radio puis attaché militaire à Moscou, aurait téléphoné à son service pour savoir si le président avait besoin de lui. Et, comme ce n'était pas le cas, il serait allé se reposer chez lui. Le lieutenant Tsangabeka, qui avait été désigné pour remplacer Okamba, prétendra à son tour être allé prendre son repas au moment où Ngouabi aurait trouvé la mort. Mouassi Posso, le chef de protocole, aurait achevé sa demi-journée et laissé le président à table. Enfin, Itoa Ndinga, un autre membre de la sécurité rapprochée de Ngouabi, se serait retrouvé en manœuvre militaire sur la route du Nord dans le cadre d'une formation militaire. En somme, un véritable vide créé intentionnellement autour de Ngouabi qui ne s'en inquiète pas outre mesure puisqu'il y facilite son rendez-vous avec Hakim. Ce qui arrange aussi ses protagonistes, décidés à le prendre dans leur filet. Vendredi 18 mars 1977 à 9 h, le président Ngouabi est allé donner son cours à la faculté des sciences de Brazzaville. Il est accompagné de Pereira, un beau-frère, qui fait office de chauffeur, et de Tsangabeka, comme aide de camp. Son cours fini, il rejoint directement son bureau. Il est 11 heures passées de quelques minutes. Il signe son courrier et entreprend d'accorder des audiences. De 11h30 à 12h30, il reçoit d'abord le commandant Mbia, chef d'état-major de l'armée de terre, qui l'a fait prévenir dans la journée et qui doit lui rendre compte de l'état d'avancement du document sur la réorganisation de l'armée qu'il lui a demandé de concevoir. Pendant qu'il discute, est annoncé le président de l'Assemblée nationale, Alphonse Mouissou-Poati. Mbia se retire par courtoisie et Ngouabi accorde une trentaine de minutes à son nouveau visiteur avec qui il traite de l'atmosphère politique qui prévaut dans le pays. Peu avant 13 h, Ngouabi reçoit le cardinal Émile Bieyenda que Mouassi Posso a introduit avant de s'éclipser furtivement. L'archevêque de Brazzaville est venu solliciter la restitution au clergé d'une concession appartenant au couvent Jahavoué et expropriée par l'État congolais après la nationalisation de l'enseignement en 1964. Cependant, l'entretien ne dure pas car 10 minutes après, le président reçoit un coup de fil, décroche le téléphone et suit son interlocuteur. Son visage s'assombrit et il coupe la communication en disant « Bien, j'arrive tout de suite ». Marien Ngouabi, qui semble abattu par la nouvelle qu'on vient de lui communiquer, rejoint le prélat resté assis au salon et s'excuse en ces termes. « Monseigneur, je m'excuse d'être obligé d'interrompre notre entretien. Je vous recontacterai, mais vous pouvez être tranquille. Votre problème sera réglé. Je suis obligé de partir d'urgence car un de mes collaborateurs a eu un incident au champ de tir où des éléments se sont canardés entre eux. Je dois donc aller m'enquérir sur le terrain. » Le cardinal se lève, remercie sincèrement son hôte et s'en va. Marien Ngouabi, par son secrétariat, donne des instructions à propos de l'arrivée d'une 404 blanche. Les visiteurs doivent l'attendre, il demande à Nsangabeka de décommander le rendez-vous pris avec le docteur Lomina et livre à Ontsou qu'il vient de recevoir un message du ministre de la Défense, selon lequel le capitaine Motando aurait eu des problèmes avec la troupe au champ de tir et se serait réfugié à l'hôtel Mistral. Conduit par Pereira et couvert par Okamba, un jeune élément de la garde présidentielle qu'il désigne au hasard pour l'accompagner, Marien, habillé en abacoste de couleur rouge bordeaux depuis le matin, très inquiet pour Motando, oublie de prendre les précautions d'usage et fonce à l'hôtel Mistral. Après tout, le message ne vient-il pas de Sassou en qui il a encore un minimum de confiance, même si ce dernier avait eu entre-temps le culot de draguer sa femme. D'ailleurs, il ne croit pas que Sassou pousserait le bouchon jusqu'à le déposer. Il est beaucoup plus préoccupé par les femmes que par le pouvoir. Yombi oui, mais pas Sassou. Il est encore trop jeune et le prouve par son comportement. Le voici à l'hôtel Mistral qui semble désert. Dans la cour, 4 voitures anonymes dont celle de Mouassi Posso. Ngouabi ouvre la portière et descend promptement pendant que le chauffeur se gare et attendra là le retour de son chef. Devant le perron apparaît Lekunzu qui vient à la rencontre du président. Alors Justine, où sont-ils?
Ils sont dans ma chambre, chef. Au premier. Oh, que s'est-il passé? Je ne sais pas exactement. Les deux hommes discutent, entrent dans l'hôtel et gravissent les marches suivies à 5 mètres du jeune Okamba, qui par respect reste à l'écart et ne capte rien de la conversation. Lekunzu ouvre la porte et invite le président à entrer. Ce dernier, qui ne se doute de rien, trop préoccupé par la situation de son poulain Motando, franchit ainsi le seuil. Lekunzu referme la porte derrière lui. Le garde restera dans le couloir. À l'intérieur, Ngouabi se retrouve devant un groupe d'hommes dont il reconnaît Anga, son ennemi juré, Carlos le médecin cubain qui rôde toujours dans la résidence présidentielle et Moussi Posso. L'effet est total, le piège implacable. En une fraction de seconde, il comprend qu'il est tombé dans un traquenard et demande à Lekunzu qui se tient debout à la porte en montrant du doigt Anga. Mais qu'est-ce que ce fou fait ici? Il esquisse un geste pour dégainer son pistolet, mais trop tard, ses assaillants lui tombent dessus pour le maîtriser, tandis qu'Anga, saisi d'une fureur démoniaque, sort son poignard et l'enfonce à la hauteur du cou d'une Ngouabi en hurlant. « Je t'avais prévenu. Je ne suis pas un fou et tu ne le répéteras plus jamais. » Le sang gicle en Anga, emporté comme un véritable fou, continue à poignarder Ngouabi dans le dos en dépit de l'instruction formelle reçue de le prendre vivant. Les autres assaillants, surpris par la rapidité de l'agression de Anga, n'ont pu intervenir. Ngouabi gît au sol dans une flaque de sang, blessé mortellement. Son agresseur s'étant retiré dans un coin pour ruminer encore sa colère et savourer à la fois sa vengeance. Lekunzu, qui a assisté impuissant à la tragédie, mesure rapidement sa responsabilité, sort précipitamment de la chambre en claquant la porte derrière lui, descend à la réception de l'hôtel et donne un coup de fil à Sassou, encore au ministère de la Défense, alors que c'est l'heure de la pause journalière. Il est 13h25 et Sassou arrive en trombe au Mistral en compagnie de Nsiba, qu'il met rapidement au courant de la tournure dramatique prise par les événements. Vite au premier. Dans le couloir, le jeune Okamba de la garde présidentielle innocent continue à faire les 100 pas. Il ne s'est rendu compte de rien, car il ne pouvait pas se planter juste devant la porte au risque d'écouter ce qui se dirait à l'intérieur. Dans l'esprit de ce jeune qui claque les talons au passage de Sassou et Nsiba, le président discute avec collaborateurs et ne court donc aucun danger. Ça y est. Il se souvient que d'après la conversation téléphonique interceptée par ses services, le groupe Kikadidi serait au palais dans quelques instants. Il faut leur coller le meurtre sur le dos. Justine, lance, Tila Lekunzu, demande aux jeunes de la garde présidentielle et au chauffeur d'aller chercher une nouvelle tenue chez Marien. Trouve une raison pour ne pas éveiller les soupçons. Il faut faire vite. Et vous, dit-il à Moussi Posso et aux Cubains du groupe, prenez le corps et emmenez-le à la douche, nettoyez-le correctement. Vous ferez la propreté dans la chambre après. Lekunzu sort, interpelle le jeune Okamba toujours et lui dit que le chef vient de se tacher avec du vin et demande une nouvelle tenue propre pour se changer. Revenu dans la chambre, Lekunzu trouve Sassou en train d'expliquer son plan. Un groupe d'hommes arrivera tout à la présidence. Ils avaient rendez-vous avec Marien. Ce sont les prieurs de Massamba Deba. Nous allons rejeter sur eux la responsabilité du meurtre. Anga et le docteur Carlos ramèneront le corps de Marien bien habillé. Il ne faut pas que ceux qui pourraient voir la voiture s'aperçoivent qu'il est mort. Donc vous devriez vous arranger pour bien le soutenir. Arrivé à l'état-major, vous abandonnez le corps vers le garage pendant que le groupe de prieurs sera installé dans la maison. Vous obligerez alors aux jeunes de la garde présidentielle d'entrer au secrétariat et d'attirer les prieurs vers le corps de Marien et vous les abattrez en provoquant une fusillade généralisée. Ce sera la preuve de leur présence au palais. Nous verrons après ce qu'il faudra faire. Florent, dit-il à Nsiba, il faut que tu sensibilises tes petits qui sont en poste au secrétariat de ne pas intervenir au moment de la fusillade, et lorsque les gens leur poseront la question de savoir ce qui s'est passé, ils n'auront qu'à dire que c'est le capitaine Motando qui a tiré sur le président. Autre chose, arrangez-vous pour que la blessure de Marien ressemble à l'action d'une balle. Après avoir donné ces instructions, Sassou sort et rentre droit chez lui, espérant que cette sortie improvisée ne connaîtra pas de faille. Lorsque le jeune Okamba ramène l'abacoste beige que Madame Ngouabi vient de lui remettre, il est cette fois introduit dans la chambre et se voit assigner le rôle défini par Sassou. Il comprend ce qui vient de se passer et ne peut bien sûr pas refuser, car il sait qu'il est maintenant un témoin de la mort de Marien et que les coupables n'hésiteraient pas à tuer. 14h15, le groupe Kikadidi déguisé en militaire comme convenu entre Deba et Ngouabi arrive à l'état-major. Les consignes étant données, il n'a aucun problème pour traverser les barrages, gare devant le perron de la résidence présidentielle. Au moment de descendre,
Kikadidi propose à ses compagnons de prendre leurs armes. Thaddée s'y oppose. « Je comprends que tu as encore les réflexes militaires, mais nous n'en aurons besoin éventuellement que lorsque nous escorterons le président. » Ils entrent dans le secrétariat. Kikadidi garde quand même son pistolet à la hanche. Au nombre de 5, ils seront reçus par Honsou et PA, programmés spécialement pour assurer la permanence ce jour. Le premier ayant été enrôlé dans le complot sur la base tribale par Florent Nsiba. Il est batéqué comme lui et vient de recevoir les dernières instructions de Nsiba. Honsou installe Kikadidi qui porte les galons de capitaine dans la salle d'attente et les 4 autres au secrétariat. Nkomo et Eluo se trouvent dans le bâtiment annexe vers la villa Shanghai. Instinctivement, il demande poliment au capitaine qu'il ne connaît même pas de nom de faire déplacer la voiture et Kikadidi désigne Kanza à cet effet. Le président est sorti pour une urgence et a demandé que vous l'attendez, leur a-t-on fait croire. Rien donc ne peut les inquiéter. La journée est ensoleillée et calme. Les parents de Marien ont pris leur repas et se reposent. Les 2 belles-sœurs et la nièce discutent des futilités juvéniles au salon. Le petit Marien est allé prendre sa douche à la piscine, tandis que ses frères cadets jouent dans les chambres. Vous me ferez signe lorsque le président sera là pour que je descende, lance à ses sœurs Madame Gouabi qui monte péniblement se reposer à l'étage. Elle est à terme d'une grossesse et très fatiguée. Entre-temps, Kanza, qui a des difficultés à déplacer la voiture, voit arriver la 504 noire du président et suspend sa manœuvre pour la laisser passer. Il est 14h25. 5 hommes sont à bord de la voiture. Pereira le chauffeur qui a Okamba à sa droite, Carlos et Anga qui encadrent et soutiennent le corps de Ngouabi à l'arrière. La voiture se dirige vers le garage et marque un arrêt à mi-chemin. Anga et Carlos, armés de pmac, balancent rapidement le corps de Ngouabi dont la mâchoire a été entre-temps brisée. Ils abandonnent un pistolet à côté du Maccabée avant de s'enfuir l'un vers la villa Shanghai et l'autre vers la piscine. Pendant ce temps, Pereira qui, pris au piège comme Okamba, rentre la 504 dans le garage, abandonne les clés de contact sur le tableau de bord et s'enfuit. Tout se passe tellement vite que Kanza, qui assiste à la scène, ne comprend rien. Il se demande s'il doit continuer sa manœuvre ou sortir de la voiture pour aller voir ce qui se passe. Juste à ce moment, il voit sortir à pas pressés PA, Mienaku et Kudissa qui dévalent les marches du perron et se dirigent vers le corps de Marien abandonné par ses assassins. Okamba, qui est rentré au secrétariat, leur a dit que le président ne sentait pas bien, venait de s'écrouler. À peine, nos amis sont-ils arrivés à la hauteur du corps qu'ils sont cueillis par une rafale tirée par le docteur Carlos, qui s'est fait son excellent angle de tir entre le garage et la villa Shanghai. Kiangila, qui suit les 3 hommes avec quelques mètres de retard, a juste le temps de rebrousser chemin et de lancer à Kanza, filon. Cet ancien de la défense civile réagit aussitôt. Il sort de la 404, tire quelques rafales pour couvrir sa fuite et suit Kiangila à toutes jambes. Tous les 2 franchissent facilement le mur arrière de l'état-major et atteignent Bakongo en passant par les jardins de la Corniche. Pendant ce temps, le docteur Carlos continue à tirer et abat un élément de la garde présidentielle qui sort de sa guérite et qui tente de s'élancer vers la résidence. Carlos cherche à créer l'atmosphère. Il faut donner l'impression d'une attaque générale du palais présidentiel. Anga n'a pas attendu. Il se rend immédiatement au groupement aéroporté où il est, malgré l'interdiction de pénétrer dans les casernes dont il fait l'objet, le premier à informer le camp de la mort de Ngouabi une dizaine de minutes seulement après la fusillade. De son côté, Kikadidi, coincé dans la salle d'attente, comprend vite que son groupe est tombé dans un traquenard. Il casse alors le carreau d'une fenêtre et s'enfuit lui aussi. Il rejoindra le domicile d'un parent, Mayuma, et s'y cachera pendant 11 mois. En ce qui le concerne, les intentions de ceux qui l'avaient installé dans la salle d'attente étaient claires. Il devait constituer la pièce maîtresse à conviction trouvée dans la résidence du chef de l'État. C'est ce qui explique que Honsou, qui reste dans le secrétariat pendant la fusillade et n'apparaît au perron qu'au dernier moment, préfère tirer en l'air plutôt que d'attaquer Kikadidi, jusqu'à l'arrivée des premiers éléments de la garde conduits par le lieutenant Sibali, à qui Honsou dit que le commando se trouvait dans la maison. On lui imposera bien entendu le supplice d'accréditer le mensonge officiel à la faveur de quelques pesetas. La version que nous venons de suivre est confortée par le témoignage du docteur Nkuka Mbemba, ministre de la Santé de Marien Ngouabi, qui a examiné et préparé le corps du président avant la présentation au public à la Conférence nationale en 1991. Ce témoignage est capital dans la recherche de la vérité sur l'assassinat du président Marien Ngouabi. Il est donc établi, malgré les gesticulations de Sassou,
que le président a été assassiné par le cartel d'officiers du Nord, à la tête duquel se trouvait Sassou qui, à la faveur d'un coup d'état de palais, va déposer Yombi Opango le 5 février 1979 et prendre le pouvoir qu'il va occuper jusqu'en 2026. Avec une courte interruption entre 1992 et 1997, correspondant à la présidence de Pascal Lissouba. Nous suivons le procès. Il y a exécution. Enfin, quand on relit l'histoire qui était racontée au procès, je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas. Je dis, moi je n'ai vu le corps du président Marien Ngouabi que le 19 mars. Il était habillé aussi proprement que mon voisin. Une tenue propre, sans tache. Alors je vais à l'hôpital militaire et pose la question. Le président Marien Ngouabi, quand il a été tué, quand on vous a apporté son corps, il avait quelle tenue? Ils me disent, non, mais il avait une tenue à Bacos, bien. J'ai dit, mais vous l'avez lavé et habillé? Non! Ah bon? Mais je dis, moi j'ai vu le président 2 jours après, le lendemain. Je pensais que vous aviez eu le temps de nettoyer ce corps et de l'habiller. Il dit, non, nous, ce que nous avons fait à l'hôpital militaire, c'est mettre le pansement. Mais là, je dis, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous coupez la carotide à quelqu'un qui largue sur place 6 litres de sang. Et le bonhomme arrive propre, habillé comme moi aussi, sans sang. Il a des trous dans le dos. Et la tenue qu'il porte n'a pas de traces de trous. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Toujours de 1979 à 1991, Sassou va éliminer progressivement, tout en développant l'ethnorégionalisme, toute l'oligarchie du comité militaire politique, CMP, pour s'orienter vers la tyrannie, pouvoir d'une seule personne coupée du peuple. Quand il revient par un coup d'état sanglant, 400 000 morts, le 5 juin 1997, il va réactiver la pseudo-scission Nord-Sud pour disposer d'une base sociale malgré les milliers de morts. En 1999, pour continuer à consolider son pouvoir, il va prononcer un discours surréaliste pour s'assurer du soutien des populations du Nord. Jugez-en vous-même. Ce discours a eu lieu le dimanche 21 mars 1999 à 9 h. Près du dispensaire Marien Ngouabi, au croisement des rues Ossio et avenue Talangaï, au quartier Mikalou. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Je suis convaincu que vos chefs de quartier ont fonctionné comme souhaité. Mais le moment est très court et le temps presse pour que notre rencontre dure. Alors, je ne vous dirai que l'essentiel de mon message, et je ne parle pas en parabole. Je sais que vous n'avez pas oublié ce que vous avez vécu en 97 par les bombardements de Lissouba. Vous savez ce que j'ai fait pour terminer cette tragédie, cette barbarie, ces pertes humaines que personne ici ne peut évaluer. Vous avez marché sur des corps. D'aucuns diront que Sassou a terminé la guerre, mais moi je dis que c'est d'abord la détermination du peuple nordiste de vouloir, je dis bien, vouloir finir ces malheurs infligés par Lissouba. Beaucoup de jeunes sont venus du Nord pour se joindre aux jeunes Brazzavillois nordistes et lutter à mes côtés. Après 6 mois d'ivresse de paix retrouvée, il fallait bien repartir sur le chemin de la reconstruction. Vous avez certainement constaté comme moi, le pire dans la société de ces jeunes de Talangaï Mikalou. Des pillages se terminant surtout par des règlements de compte. Le manque de respect généralisé. Je ne pouvais pas laisser évoluer cet esprit de guerre contre nous-mêmes, c'est ainsi que je me suis adressé aux Cobras, car c'est d'eux qu'il s'agit. Vous avez entendu partout leurs tergiversations. Certains ont même parlé à la radio RFI pour manifester publiquement leur mauvaise foi. Certains ont dit que je ne fais rien pour les jeunes et pour le peuple nordiste confondu, sans distinction des partis ni des tribus. J'ai aussi entendu dire que Sassou continue à nous faire tuer chez les Tchèques et les Nibolèques. Que nos enfants sont égarés sous les instructions de Sassou.
À l'hôpital de Talangaï, vous avez jeté des tracts qui disent que Sassou va fuir en exil et patati patata. Beaucoup de militaires nordistes désobéissent au commandement des FAC, laissant tantôt les autres exécuter des missions contre leur région, et vous savez ce que ça nous coûte. Des troupes souvent exposées, des troupes tombant dans les embuscades des ninjas et des cocoïs, et dans ces genres d'exercices, seuls les chefs de mission ne meurent pas. À qui est donc la faute si nos jeunes, nos enfants périssent toutefois qu'ils vont au service de la République? Est-ce qu'il manque d'officiers nordistes ici où nous sommes? Est-ce que vous savez que le Nord a le record en effectif d'officiers? Acclamation frénétique et prolongée, la foule applaudit. Je vais maintenant vous dire que la paix à laquelle vous croyez n'est que superficielle. Votre paix ressemble au repos d'un prisonnier dans sa prison. La guerre que vous avez gagnée vous a seulement écarté du danger, mais ce danger continue à menacer, et aujourd'hui je constate que c'est même pire. Je vous interpelle tous, pour notre survie, notre futur est noir. S'il m'arrivait de mourir à 11 heures, sachez qu'avant 15 heures, on ne parlera plus du Nord tout entier. Tous nos villages seront brûlés, tous nos nordistes de Brazzaville comme ceux de Pointe-Noire mourront dans les 3 heures qui suivront ma mort. Donnez-moi donc vos enfants, j'ai besoin d'hommes pour assurer votre survie. On ne peut pas toujours compter sur les troupes étrangères, nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Je lutterai aux côtés de mes enfants, comme je l'ai toujours fait depuis juin 1997. Je ne fuirai jamais, je lutterai avec vous jusqu'à ma dernière goutte de sang. Les jeunes hommes iront dans les casernes, les jeunes filles apprendront les armes ici sur place à Brazzaville. Je vous exhorte à plus de vigilance et de courage. Je vous remercie. Après l'échec électoral cuisant aux élections de mars 1992, convaincu qu'un enfant du Nord ne pourra jamais diriger ce pays parce que démographiquement faible, Noumazalaï, dans le cadre du suffrage universel, Sassou revient par un coup d'État, le 5 juin 1997 comme en 1979. Pour consolider son pouvoir sur la base tribale, il élabore 4 axes stratégiques. Tribalisation de l'armée, instrumentalisation des populations, manipulation des données démographiques et corruption des élites et médias internationaux. C'est ainsi que dans le recensement de 2023, nous notons que les données publiées montrent une tendance qui indique que la population de la partie septentrionale fait presque jeu égal avec celle du Sud. Pour démontrer la politique de la manipulation des données démographiques, suivons attentivement à travers le tableau qui s'affiche, l'évolution de la population depuis le recensement de 1984. Des années 1920 à la fin des années 1950, la population congolaise est passée de 440 000 à 910 000, csbc.org, soit un doublement en 4 décennies. Au RGPH de 1984, la population recensée est de 1 912 429 habitants, dont 96 639 étrangers, soit 5,1% de la population totale, csbc.org. Cette évolution marque une accélération de la croissance démographique. Celle-ci passe de 1% par an dans les années 20 à 1,7% par an au cours des années 50. La croissance de la population connaît ensuite une accélération avec 2,1% au cours des années 60, 2,7% durant les années 70 et 3,45% au début des années 80. Pendant cette période, la densité de la population passe de 1 habitant au kilomètre carré en 1920 à 3,8 habitants au kilomètre carré en 1974 et 5,6 habitants au kilomètre carré en 1984. En l'absence de recensement après 1984, les chiffres avancés par différentes sources sont des extrapolations établies à partir des tendances, particulièrement celles observées au cours de la période intercensitaire 1974 à 1984. Les techniques de calcul sont bien connues. Et les modèles de base se présentent sous la forme suivante. Pour les Nations Unies, en 2000, la population du Congo devait se situer entre 3,45 millions d'habitants, fécondité faible, et 3,55 millions d'habitants, fécondité forte, alors que le C.N.SEE et l'US Bureau of the Census dénombraient 2,85 millions d'habitants, soit une différence de 25%. Les 2/3 de la population sont regroupés dans les régions centrales et méridionales le long d'une bande de terre de 60 km environ de large située de part et d'autre des 500 km du chemin de fer Congo-Océan, CFCO, qui relie entre elles les 4 principales villes du pays, Brazzaville, Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire. Cette bande polarise l'essentiel des activités économiques en dehors du transport fluvial, de la pêche continentale et de l'exploitation forestière. Les régions septentrionales, cuvette occidentale, Likwala, Plateau et Sangha,
qui représente 70% de la superficie du Congo, ne compte que 18% de la population du pays. Ce procédé a participé de la volonté farouche des dirigeants, curieusement, à évacuer le débat sur le tribalisme en exhibant quelques spécimens contredisant la thèse. Ceci a été le cas depuis plus de 40 ans. Une autre cause du tribalisme dévastateur est la corruption rampante du secteur et des services publics et même privés qui laisse à désirer. Beaucoup de nos compatriotes ont perdu confiance en eux pour penser que le seul moyen d'obtenir un service satisfaisant réside dans la sollicitation de l'intervention de leurs compatriotes de même ethnie ou de même région qui sont des membres importants du parti au pouvoir ou occupant des gouvernementaux. Nous savons tous que les avantages ethniques ainsi acquis seront de court terme. Pourtant, les conséquences sur l'économie et la société en général seront pernicieuses et durables. Les pays qui ont sainement gravi les marches du développement depuis la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement ceux de l'Est asiatique, ont travaillé sur l'implication d'une large palette de la population, pas seulement sur un groupe ethnique ou sur une élite. Au Congo, où seule une petite élite, basée sur l'ethnie ou la région ou une faction politique, la situation a entraîné une généralisation de l'incompétence résultant d'un patronage éhonté dans les secteurs les plus stratégiques du pays, et ceci fait écho à la fameuse obumitrisation des grandes fonctions régaliennes de l'État et de l'armée dénoncée par les compatriotes du M22. La privatisation des richesses par un petit clan hétéroclite composé de quelques spécimens de l'ethnie dominante trustant les postes, les fonctions les plus importantes et les plus stratégiques et laissant le reste à des corrompus des élites des autres ethnies, a contribué à réduire le panel des consommateurs à fort pouvoir d'achat, contraire à la stratégie développée dans les pays laits asiatiques, hypothéquant les chances de développement. En effet, la mauvaise répartition des richesses agit directement sur la consommation. Les entreprises et les commerces se trouvent ainsi confrontés à la baisse de leur chiffre d'affaires impactant de ce fait leur capacité d'investir. La conséquence directe est la désindustrialisation et la fermeture successive des sociétés des services. Même la reconstruction de l'Europe occidentale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avait pour prémisse un contrat social qui voulait sortir tout le monde de la pauvreté en même temps et pas seulement quelques heureux élus ethniques. C'est en fait le fondement de l'État-providence d'Europe occidentale. Chacun dans la société doit être protégé, peu importe son affiliation ethnique ou politique. En conclusion. 1. Une nation introuvable depuis les indépendances suite à une ethnicisation poussée et instrumentalisée des partis politiques par les hommes politiques assoiffés de pouvoir. 2. Une généralisation de l'incompétence due à un patronage éhonté au détriment de la méritocratie avec pour conséquence une mauvaise gestion des entreprises publiques et privées dans lesquelles l'État congolais est toujours partie prenante qui les entraîne dans la banqueroute précipitant le pays dans la désindustrialisation et la précarisation. 3. Une érection du tribalisme en système de gouvernement en installant dans les fonctions stratégiques du pays un petit groupe embauché en fonction de leur origine ethnique, faisant ainsi reposer le développement du pays sur une petite palette de la population. Suite à ce constat accablant, il est plus que nécessaire que de prendre des mesures énergiques pour éradiquer ce fléau qu'est le tribalisme politique. Comme l'on condamne tout fait raciste, le tribalisme qui en a les mêmes ressorts doit être traité de la même façon. Pour ce faire, il faudrait inscrire dans la loi fondamentale les peines qu'encourent celles et ceux qui en seront coupables. Les impacts de ce phénomène sont trop graves pour le développement économique, social et politique du pays pour ne pas prendre le risque de l'évacuer hors du champ de débat national pour le camoufler derrière le flou des idéologies ou comportements politiquement corrects, comme de coutume dans ce pays. Le tribalisme politique, cette idéologie qui, partant du postulat de l'existence des tribus au sein de la société congolaise, considère que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres, peut entraîner une attitude d'hostilité ou de sympathie systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Cette hostilité envers une autre appartenance culturelle et ethnique se traduit par des formes d'ethnocentrisme. Certaines formes d'expression du tribalisme, comme les injures tribalistes, la diffamation tribale, la discrimination, sont considérées comme des délits dans le type de société que nous voulons construire dans notre pays, d'où la nécessité de les inscrire dans la loi fondamentale. Les idéologies tribalistes ont servi de fondement à des doctrines politiques non avouées et non écrites pour la conquête du pouvoir, discrimination et ségrégation ethnique et à commettre des injustices et des violences, allant jusqu'au génocide. Nous ne pouvons plus raisonnablement tolérer cela dans une société du XXIe siècle dans laquelle un pays a besoin de tous ses enfants pour surmonter tous les défis auxquels il fait face. L'on ne n'est pas intellectuellement bête ou intelligent en fonction de nos origines ethniques ou régionales. Nous ne pouvons plus raisonnablement tolérer cela dans une société du XXIe siècle dans laquelle
Un pays a besoin de tous ses enfants pour surmonter tous les défis auxquels il fait face. L'on ne naît pas intellectuellement bête ou intelligent en fonction de nos origines ethniques ou régionales. Nous développons toutes ces capacités par l'école, notre expérience de la vie et notre rapport à l'autre qui nous enrichit. L'entre-soi n'est jamais source d'enrichissement. Devant un problème de mathématiques, un enfant Larry, Teke, Boshi, etc. mobilise son savoir en rapport du cours dispensé par l'enseignant et non à partir des aptitudes ethniques. Chers compatriotes, comprenons que nous devenons progressivement une curiosité en Afrique quand nos frères du continent évoluent vers des systèmes plus rationnels politiquement, nous en sommes encore à des divisions superficielles imposées par le colon et que les hommes politiques véreux et assoiffés de pouvoir exploitent pour mieux nous asservir. Nous sommes suffisamment intelligents pour dépasser ceci car nous devons être acteurs de notre propre libération dans l'unité. Il faudra donc chercher un moyen d'élimination du fait tribaliste qui freine le développement du pays. Il faut aussi renforcer les organisations institutionnelles et constitutionnelles en termes d'expertise en vue de promouvoir la bonne gouvernance. Les médias ont également un rôle important à jouer dans la conscientisation des populations en ce qui concerne le changement de mentalité sur cette question. Tous les dirigeants qui instrumentalisent le tribalisme ont une vision courte. Ils construisent sur un monde fictif qui ne résistera pas aux changements majeurs dans ce pays. Instrumentalisant le tribalisme, Sassou expose son ethnie à une éventuelle vindicte nationale. Pourtant le niveau de souffrance est le même pour tous. Le fossé risque d'être difficile à combler si toutes les intelligences, du nord au sud, ne dénoncent pas cet état de fait. Merci d'avoir suivi Point de vue. Merci. À bientôt. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants?